et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux 4 coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Merci à toi de nous retrouver pour cette 2e partie. On est déjà à 5 pays dans lesquels tu as vécu. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, maintenant c'est bon, j'en ai marre de bouger, ou est-ce que tu avais toujours cette envie En fait, je pense que c'est là que Eric m'a dit un jour, mais c'est incroyable parce qu'il est venu un soir, il me dit, ma chérie, je dis, on va partir. Il me dit oui, parce que la banque a mis ensemble avec la République tchèque, et ils étaient 2 directeurs. Et effectivement, ils ont décidé de prendre un directeur, et ils ont eu besoin de quelqu'un en Égypte. Et ça y est, on est parti en Égypte. En Égypte, alors là, attention, autre culture encore. C'était super. Mon fils avait, à l'époque, il a rentré en grade 7, il avait, laisse-moi penser maintenant qu'il avait 12, 13 ans. Et Silène, ma fille, elle est rentrée en grade 5, elle avait 10 ans. Et là, on a resté 4 ans. Une culture fantastique, les week-ends dans le désert avec les enfants. Et encore là, je vais presque dire, après le Vietnam, c'était le pays le plus dur parce que c'était complètement un nouveau, pour moi personnellement. Mon mari a déjà été dans les pays musulmans, et il faut pas dire que l'Égypte est juste musulman, on a 15% de coptes. Mais quand même, c'était un nouveau truc pour moi de pas marcher comme ça où je veux, et avec mes tennis sur mon bicyclette, voilà, nourriture, les gens, mais super sympas. Des Égyptiens, les Égyptiens sont des gens super sympathiques. Et voilà. Mais ça, c'était un nouveau vie pour moi. Et là, on a fait des très très bons amis aussi, parce que je pense c'était plus difficile de vivre au commencement. Après ça, tu fais ton petit trou et tu fais ta vie. Mais que je voulais dire, parce que c'était un petit peu sur moi, c'est que en Slovaquie, la 2e semaine que j'étais là-bas, je suis rentrée à l'école avec les enfants, et le principal de l'école m'a demandé de l'aider parce que Kia Motors a ouvert une usine à Zelina en Slovaquie. Il avait tout un groupe de femmes coréennes qui rentraient avec leur mari, mais qui a jamais quitté la Corée et qui parlaient pas un mot d'anglais ou d'allemand ou de slovaque. Et les enfants sont à l'école à Bratislava, et les parents, les mères qui sont à Bratislava, qui sont basées à Bratislava, ne peuvent pas comprendre à l'école qu'est-ce qui arrive, ils ne comprennent pas qu'est-ce que leurs enfants leur expliquent, ils ne peuvent pas parler avec les profs et tout ça, parce que les maris étaient basés à Zelina, qui était à 300 km de Bratislava, à l'usine. Et l'école a décidé, c'était une école américaine, ils ont décidé de donner des cours d'anglais à ces femmes pour leur aider tout le matin. Mais les femmes ne comprenaient pas l'accent de la femme qui leur aidait. C'était très américain. Le monsieur me dit, mais écoutez, vous savez, votre accent sud-africain est très facile à comprendre. Est-ce que vous voulez pas nous aider? Et je dis, mais écoute, je peux pas, je suis pas prof, j'ai jamais donné. Il me dit, écoutez, on va vous aider. On va donner toutes les informations, comment il faut faire et tout ça. Et là, j'ai donné mes cours de donner les classes aux adultes, après ça aux enfants et tout ça, en anglais. Et j'ai adoré. Le matin, laisser les enfants à l'école, je donnais 1 heure de classe en anglais avec ces femmes. On a fait ça très pratique, en fait, parce que c'est comme ça que j'ai appris le français. J'ai donné 3 jours, et après ça, j'ai pris le matinée, on va au marché, on va faire des marchés en anglais, on va au sport, on fait un petit peu de sport en anglais. C'était trop sympa. Et après ça, on tous a appris le slovaque ensemble pendant 1 heure. Et l'école m'avait payé, bien sûr, et je me suis dit, mais ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est quelque chose encore, comme le bijoutière, que je peux faire pour moi-même, ou la bijouterie. Quand je suis arrivée en Égypte, je n'ai pas fait l'advertisement, mais il y avait une femme française qui est venue un jour et m'a dit, mais écoutez, j'ai appris par quelqu'un que vous avez donné les cours en anglais. Et je dis, oui, non, mais tu vois, c'est des trucs très simples. Elle m'a dit, mais est-ce que tu veux pas nous aider? On a 2 enfants à l'école qui doivent rentrer en France, et le niveau d'école d'anglais est pas au point comme c'était à Paris. Et je dis oui, si vous voulez, mais mes enfants sont à l'école jusqu'à 3 heures. Si je peux vous aider 1 heure à 3 heures quand le maternel partit et tout ça. Et en fait, dans 2 mois, j'avais le dimanche, parce que pour dimanche en Égypte, c'est lundi. En fait, le dimanche, j'avais carte
5 ans. Lundi, j'avais carte 6 ans. J'avais 4 jours avec 5, 6, 7 et 8 ans. Et 2, le dernier jour, de 10 ans. Et ils voulaient faire les classes de conversation. Toute ma maison était avec des trucs. On a joué, c'était extra. Je faisais pendant 3 ans. J'ai adoré. Les enfants m'adoraient. J'ai vu 2, 3 enfants après en France. Et encore une fois, c'était quelque chose pour moi-même que je faisais parce que j'étais toujours très active dans l'école des enfants avec les associations parents-élèves je fais beaucoup pour les écoles. J'ai organisé les balles, j'aime bien ça. Je me suis toujours jetée dans la vie et de connaître des gens et après ça, organiser un petit peu des sorties pour nous quand c'était pas quelque chose de professionnel qu'on devait faire parce que voilà, bien sûr, comme un être représentatif, il avait toujours des trucs professionnels aussi. Tu croquais la vie à pleines dents. Absolument, j'adorais et j'ai réalisé avec le temps, mes enfants ont beaucoup aimé et en fait, c'est incroyable parce que je pense que tu peux le parler un jour, mais je pense que ça qu'on a donné à nos enfants, que chaque pays a son culture, ses gens, la bouffe qu'on mange, on fait tout. Et après ça, chaque pays aussi, on a des amis, mais on ne leur quitte pas. Tu prends ton meilleur ami avec toi, toujours dans ta vie. Et tu vois, ma fille s'est mariée il y a 18 mois et les 2 amis qu'elle a fait en grade 5 en Égypte étaient ses 2 maids of honor, ici en Afrique du Sud. Ils sont toujours comme ça. Une, c'est une Italienne, l'autre, c'est une Indienne. La petite Indienne, Teresa, elle est à Hamilton maintenant. Elle a fait ses études aussi au Canada. Et l'Italienne, elle est maintenant avec son futur mari en Allemagne. Et mon fils, il a son meilleur ami qui est italien, de grade 7 d'Égypte qu'il a fait. Il se voit toujours. L'autre ami qu'il a fait en Slovaquie, nous, on est toujours très amis avec la maman. Ils sont en Amsterdam. Et chaque année, depuis qu'ils ont quitté l'école, ses enfants, dans leur deux côtés, ils organisaient de voir ses amis une fois par an. Pour mon fils, c'était toujours autour de Nouvel An. Il se retrouvait à Amsterdam ou à Paris ou au Canada. Pour ma fille, qui est devenue une vraie voyageuse, elle adore aller comme toi. Elle n'a pas peur d'aller toute seule dans un pays, de faire ses trucs et voilà. Et elle était là pour, 3 semaines en Italie, 3 semaines ici, ils faisaient leur truc, ils se rencontraient, ils faisaient leur voyage ensemble. So, effectivement, je pense qu'on a mis ça dans nos enfants, qu'on ne perd pas ses amis, on le garde et c'est des amis que bien sûr, il y a d'autres gens qui viennent après, mais voilà, tout à fait, c'est pour la vie. Hier, justement, j'ai posté une vidéo par rapport à ça que des fois, ça peut prendre du temps quand même de créer des amitiés quand on arrive quelque part. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais une fois qu'on crée des vraies amitiés, c'est des amitiés qui vont durer très longtemps. Et finalement, on n'aurait jamais rencontré ces personnes si on était resté dans son pays d'origine. Donc, c'est quand même à mettre en avant. Tout à fait. Et donc, après l'Égypte? Après l'Égypte, ce 4 ans d'Égypte, on est parti à Hong Kong. Voilà, on est retourné en Asie. Hong Kong, On c'est était reparti tous pour très l'Asie. contentes parce qu'en fait, on est devenus les Asiates. Et effectivement, mon fils a fini ses derniers 2 ans à l'école là-bas, at the Canadian School, parce que c'était l'école qui a offert le IB, International Baccalaureate. On voulait toujours le garder sur le truc. Et Silaine, elle a fait ses dernières 4 ans là-bas. Ils sont toutes les deux matriculés là-bas. Et là, mon mari avait un poste régional. C'est effectivement, il a beaucoup, beaucoup voyagé. C'était nos mamans partis le lundi, ils revenaient le samedi, quand c'était l'Inde. Sinon, c'était parti le mardi, il revenu le vendredi. Silaine, à l'époque, avait 14 ans, Eric avait 16 ans, et maman se retrouvait sans rien, sans mari à la maison, sans les trucs à organiser pour la banque, parce que comme c'était régional, il n'était pas directeur de pays, et les enfants qui suivaient maintenant, qui ne veut pas que je venais trop souvent à l'école, que je m'implique pas trop. J'ai toujours été joueuse de tennis et je faisais toujours plein d'autres trucs, mais je pouvais pas jouer au tennis et boire le café tous les jours, quoi. Je me suis inscrite d'abord, toujours dans les groupes culturels pour apprendre un petit peu la culture des pays, l'art, les trucs comme ça dans chaque pays. Mais voilà, on peut aussi pas faire ça tous les jours. Et un jour, je dis à mon mari, mais qu'est-ce que je veux faire? Maintenant, j'ai aucune purpose in life.
je travaille plus, je fais ça et maintenant je donnais toute ma vie et maintenant. J'avais 48 ans et effectivement, il me dit, mais allez, cherche-toi un travail. Et je suis devenue pas agent de voyage, property agent. Tu vendais des maisons, agent immobilier? Voilà, agent immobilier. Si j'ai fait tous mes examens, tout le monde a rigolé parce que j'ai mon diplôme à 49 ans. Ils sont assez stricts à Hong Kong et j'ai commencé à travailler pour une compagnie hongkongaise et c'était super. J'adorais. Encore une fois, c'était quelque chose. C'est vrai, c'est ça. Pour moi, ça va avec le vendre, mais ça va aussi avec des gens parce que j'ai rencontré des gens. Et comme je parlais français, le directeur m'avait utilisé et comme j'aime bien faire le marketing, je suis allée visiter toutes les compagnies francophones, français, à Hong Kong. Et où avant, dans ma vie, mes clients étaient le financial manager, maintenant c'était le HR, au RH, Human Resources. Et effectivement, comme ça, j'ai une base de clientèle pour louer les maisons quand les femmes, quand ils venaient à Hong Kong. Et encore, je pense, comme j'avais un petit peu de truc à ajouter, parce que comme j'étais une maman qui voyageait beaucoup, qui était dans plusieurs pays, qui connaît la vie au commencement, de chercher, d'aller dans les marchés, de chercher une école, de faire sûr que tu es dans la bonne école, que les enfants, et je connaissais bien les environs, j'avais un atout pour ça. Ah oui, tu es une vraie tutrice, quoi. Enfin, tu es un mentor, comme on dit, Ouais, pour ces je suis femmes. pas vraiment, mais j'aimais beaucoup. Voilà, c'est effectivement, on était là, 4 ans, ma fille a fini ses écoles. Et après ça, Eric est reparti en Chine, à Guangzhou. Et après ça, il a pris son retraite. Et en fait, il a pris son retraite tôt, à 62 ans, parce qu'il pouvait, parce qu'il voulait profiter. C'était un papa un petit peu plus âgé, il voulait profiter de la vie. Et voilà, malheureusement, ça n'a pas marché comme ça, mais voilà. Et là, à ce moment-là, quand on décide de prendre sa retraite, mais on la prend où, sa retraite? Dans quel pays? Mon mari a toujours dit qu'il voulait prendre son retraite en Afrique du Sud. Il a toujours dit qu'il a juste un pays pour prendre sa retraite et c'était l'Afrique du Sud. En fait, et c'était ça le plan. Donc, on devait rentrer en France pendant 3 ou 4 mois parce que comme lui, il n'a jamais retourné en France dans toute sa vie d'expatriation. Là, c'était pour mettre toutes les administrations en bien. Et après ça, on devait venir en Afrique du Sud pour chercher une maison. Il a toujours dit qu'il voulait prendre sa retraite en Afrique du Sud pour le climat, pour la qualité de vie. Le fait que, bien sûr, son retraite était payée en euros et la vie avec les euros en Afrique du Sud est bien. Mais il adorait aussi, et il faut se dire, sa maman est décédée, elle a longtemps, en fait. Et il n'avait pas de cousins, des frères et sœurs qui restent. Et en fait, pour lui, sa famille est devenue la mienne. Il voulait être là. On restait français, on était résident permanent en Afrique du Sud, qui est facile à faire. Mais c'était ça son souhait. Et moi, j'ai toujours dit, mais moi, j'ai pas marié un Français pour aller me remettre en Afrique du Sud. Mais voilà. Et malheureusement, 2 mois après sa retraite, il était hospitalisé. C'était un cancer de poumon qui est parti au cerveau et malheureusement, il est mort. Il est décédé en Afrique du Sud 4 ans plus tard. Mais voilà, il n'a pas eu la vie qu'il voulait après. Ça, c'est tellement triste, tu vois, parce que j'en entends tellement des histoires de personnes qui prennent leur retraite et quelques mois après, qui malheureusement n'ont même pas l'occasion d'en Je profiter. pense aussi, et je parlais avec les enfants, bien sûr, c'était un choc énorme pour nous tous, c'était pas la manière qu'on a vu papa, parce que c'était un homme qui a énormément de joie de vivre, de voyage, de son vin, il adorait l'art, les théâtres, la musique, les gens, et tout ça, c'était vraiment un type d'artiste aussi. Il était joie de vivre. Quand tu voyais mon mari, c'était joie de vivre. Mais mon fils m'avait dit un jour, il dit, tu sais, maman, le truc avec papa, et je pense que ça, c'est très important pour beaucoup d'expatriés. Le truc avec papa, c'est, il a vécu pendant qu'il pouvait. Son retraite, c'était la retraite. Il y a encore des trucs à faire. Mais quand il avait un week-end, on devait aller quelque part, il fallait voir. Ah, il y a un restaurant qui va vendre ça. Le week-end, on va à Thaïlande, on va à Macao. Partout, il a vécu, il adorait les histoires, toujours. Il a toujours dit, le jour où je prends mon retraite, je vais retourner à l'université
pour l'histoire, pour reprendre l'histoire et tout ça, c'était son truc. C'était un vrai Français aussi, tu vois, il aimait, moi, aujourd'hui, toutes les artistes que je connais, toutes les film stars, c'est français, Michel Sardou, tu vois, tout ça. Mais c'était quelqu'un qui aimait ça. Et je pense que quand on est expatrié, il faut vraiment vivre son expérience. Pas rester juste entre les gens qu'on connaît où on se sent confortable. Son culture à lui-même. Il faut vraiment vivre. C'est bon d'avoir son culture lui-même, mais il faut vraiment vivre la culture où tu es. Et avec des gens de France, et avec la nourriture de France, et avec... Et je pense que c'est très important aussi de savoir que parce que les expatriés, surtout dans les banques, l'assurance, les finances, des trucs comme ça, ils travaillent les heures très, très longues. Et effectivement, il faut savoir prendre son temps de l'utiliser pour son propre plaisir avec les enfants, faire son sport, sortir pour un week-end et des trucs comme ça. Comme moi, je connais, enfin, je sais pas si tu as déjà certainement entendu cette expression, il faut travailler pour vivre et pas vivre pour travailler. J'adore cette expression. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui font ça très bien. Ou nous, les dinosaures, en fait, c'était une éducation différente. Et donc aujourd'hui, toi, donc, suite au décès de ton mari, tu as décidé de rester en Afrique du Sud. Et tes enfants, il me semble que du coup, eux, ils sont pas restés. Effectivement, mes enfants, ils ont fait leurs études. Ils sont quittés Hong Kong parce qu'on était à Hong Kong quand ils ont fini l'école. Mon fils a fait la décision et c'est lui qui a pris la première décision de partir au Canada. Ils ont eu un beau-frère là-bas, au Vancouver. Et mon fils voulait aller au Canada. Il a fait ses études à McGill. Et ma fille, 2 ans plus tard, on avait dit, mais écoutez, tu vas pas aller partout, c'est ou l'Europe ou le Canada, parce qu'on va pas encore avoir un autre pays. Et Eric était dans la finance et le marketing, et Céline, elle voulait absolument faire le théâtre, et elle a fait ses études à Toronto. Eric, il a trouvé sa compagnon, ils sont toujours ensemble, et eux, ils sont restés au Canada. Céline est repartie après ses études, et après ça, elle est revenue un petit peu en Afrique du Sud avec moi, et après ça, elle a fait ses masters à Paris. Elle a choisi d'aller en Europe, où elle a rencontré son mari, qui est canadien. Elle est retournée au Canada. Comme par hasard. Et ils sont maintenant à Ottawa, et mon fils à Calgary, bien sûr, et j'ai un beau-fils à Nova Scotia, et j'ai un autre beau-fils qui a émigré cette année avec sa femme et ses 2 enfants de Paris, et ils sont dans la Gaspésie. J'ai en fait, mes 4 enfants sont au Canada, au Québec. La décision de rester en Afrique du Sud, c'était en fait très difficile parce que tous mes amis qui sont les expatriés sont ou en Europe, ou en Amérique, ou au Canada, ou en Asie. Cher et loin. Par contre, j'ai ma famille ici qui était un très grand support pour moi pendant la maladie d'Eric. Et effectivement, à chaque fois que je voulais partir, je dis, mais écoutez, pourquoi Eric voulait prendre son retraite en Afrique du Sud? Il voulait le prendre pour le climat, pour la qualité de vie. Et effectivement, c'était ça. On a notre très, très grand ami français qui est aussi en Afrique du Sud, qui a fait la même décision. Michel était un très grand, était patron et directeur de pays pour Air France. Dans plusieurs pays on était, mais entre aussi le Vietnam, on l'avait connu, en Afrique du Sud, et c'est là où il a décidé de rester après et de prendre son retraite. Et on parle beaucoup, on est toujours amis, bien sûr, on essaie de se voir de temps en temps. Et effectivement, il me dit toujours, mais attends, je rentre en France parce que j'adore, c'est mon pays, lui, c'est dans le sud-ouest. Il me dit, mais Anne-Marie, on revient et c'est la qualité de vie. Effectivement, l'Afrique du Sud, bien sûr, il faut toujours regarder partout. Chaque pays a ses problèmes. On vit très bien ici, mais on avait pendant très longtemps un problème de sécurité. Ça, c'est un problème, il fallait absolument regarder, qui est beaucoup amélioré maintenant. Mais c'est vrai, comme je t'avais dit tout à l'heure, Kelly, on a un petit peu de problème d'électricité, de coupure de l'eau, des trucs comme ça. Les routes sont plus en très, très bon état. Voilà, maintenant, tout ça, c'est des politiques. Mais voilà. Mais il faut prendre son décision. Et moi, personnellement, j'ai réalisé ça. Ça m'a pris un petit moment to get over my husband's death. Ça, en fait, ça m'a pris 3-4 ans où je commençais de me sentir mieux. Mais dans ces 4 ans, surtout les premiers 4 ans,
Chaque année, je suis partie en France et j'ai passé 6 mois en France, à Paris. Et là, j'étais en France, j'avais le temps. C'est vrai que c'est très facile de voyager en Europe. On a les trains, les bus, les trucs, c'est tellement facile. Et tu vois qu'au Canada et en Afrique du Sud, Australie, les pays comme ça, il faut avoir une voiture, il faut des routes, il faut tout ça. J'ai profité pendant ces années de voir mes amis expatriés. Il y a beaucoup d'autres expatriés. Comme Eric était un petit peu plus âgé, il y a beaucoup de nos amis qui, 5 à 10 ans après lui, qui a pris la retraite. Je profite toujours de voir mes amis quand j'ai en Europe, parce que c'est facile de se déplacer. On se déplace pour aller se voir et tout ça. Mais j'ai réalisé, et je pense que ça, c'est un point où on est tous, que quand tu fais comme ça et tu restes pas sur place, tu ne fais pas vraiment un vrai commitment. Quand je suis en France, je repars après 6 mois. En fait, on commence de faire des trucs, et après ça, paf, je repars. Quand je suis en Afrique du Sud, je suis bridgeuse, je joue au tennis. Voilà, j'ai aussi fait quelque chose d'autre pendant que j'étais là, je t'ai rencontré. Mais effectivement, maintenant, je laisse le team de tennis parce que c'est la ligue ou et je le laisse parce que je pars en France. Et la même pareil là-bas. En fait, et entre-temps, qu'est-ce qui arrive? Des gens que tu laisses derrière, leur vie continue. Et toi, tu reviens dans 6 mois et tu expectes, il faut juste maintenant continuer avec toi. Mais en fait, non, parce que les vies continuent. Et je devais faire une vraie décision. J'ai pris une vraie décision il y a un an et demi, qui doit maintenant prendre une décision. Voilà, les enfants sont très loin. Ça aussi, c'est loin. Le Canada est loin d'Afrique du Sud. Mais j'ai aussi réalisé qu'on a donné à nos enfants, c'est des enfants qui sont très responsables, qui a quitté la maison à 18 ans parce qu'il fallait aller loin pour l'université. Et finalement, eux, ils ont leur vie. Et moi, j'ai ma vie. Je dois leur faire vivre leur vie. Là, je viens de passer 6-7 semaines au Canada. C'était super, mais c'était temps de rentrer. Ils ont leur vie qui continue. Ils ont leurs amis, ils ont leur travail, ils ont ça qu'ils font, tout ça. Et effectivement, j'ai ma vie. Maintenant, où est-ce que je vais être? C'est vrai que je suis loin. C'est pas juste un avion à prendre. C'est l'avion d'aller en Europe, à Dubaï et tout ça, c'est 10h, 11h. Et après ça, c'est l'avion pour le Calgary, 9h, ou l'avion pour Ottawa, c'est 7h, ou l'avion pour le Québec, c'est 6h. C'est effectivement... Ouais, c'est long, c'est une aventure. Mais effectivement, je suis très heureuse ici. Je vis ma vie, j'ai des amis. Et pour le moment, je pense, la décision est faite. Et voilà, et je pense oui, je sais pas, les expatriés, c'est pas pour la vie, quoi. Il y a peut-être encore une dernière décision à prendre, je sais pas. Non, en plus, là, je le sais puisqu'on en a parlé au Saloon, mais tu t'es reconvertie encore une fois, cette fois maintenant plus dans le tourisme, pour justement, s'il y a des voyageurs qui veulent visiter l'Afrique du Sud français, tu peux les aider. Tout à fait. Après la mort d'Eric, je me trouvais un petit peu, parce que là, j'avais 55 ans, j'ai pas vraiment travaillé dans ma vie, sauf fait des travaux comme ça, d'être agent immobilier en Afrique du Sud. C'est pas comme à Hong Kong, ici tu peux pas marcher où tu vas aller, c'est souvent le soir, c'est après les gens sont rentrés, et j'ai décidé de pas continuer ça. Par contre, j'adore la nature. On a énormément voyagé avec Eric et je connais mon pays très très bien. Et Eric aussi, on était vraiment très intéressés. Je connais bien l'histoire, je connais. Ça, effectivement, j'ai décidé. En fait, c'était au commencement c'était quelque chose pour moi. Et j'ai suivi un cours de tourisme, de guide touristique national en Afrique du Sud. Et une semaine avant, j'ai eu mon diplôme national. Et après ça, on avait Covid. Le Covid est arrivé, 2020. Et là, il n'y avait pas de travail pour les guides, mais pas du tout. Et 9 mois après, les gens ne sont pas encore revenus en Afrique du Sud. Vous connaissez très bien, mais partout dans le monde, pour une personne voyager et tout ça. Mais je me suis dit, écoute, je ne veux pas laisser comme ça. Et je fais un diplôme pour être guide nature, en fait, pour amener des gens, de leur accompagner dans la nature. Voilà, tout ça. Ça, c'était quelque chose de fantastique. J'ai adoré. Je pense que je vais tester ça dans ma prochaine vie. Oui, tout à fait. Je faisais d'abord
académique et après ça, c'est le pratique, c'est dans le bush, dans une petite tente où tu marches 2, 3 heures par jour, tu apprends pas juste sur les animaux, mais la nature et tout, trucs comme ça. Et en fait, comme c'était Covid, toujours, en mois de juillet, il y avait un nouveau vague et ils sont tout arrêtés encore. Et on était que deux sur le cours quand on a fait la pratique dans la bouche. Et l'autre, c'était un monsieur allemand, il avait 28 ans et moi, j'avais 58 ans. So, tout le monde, l'instructeur, tout le monde là dans le camp, parce qu'on était dans le camp, il m'a appelé Omi. Ça, Omi en afrikaans veut dire petit grand-mère ou jeune grand-mère. Parce qu'ils ont pensé que moi, je peux rien faire des trucs qu'ils font. Tu vois. Parce que tout le monde qui suit ces cours sont 20 ans, 22 ans, 23 ans et tout ça. J'ai beaucoup aimé. J'ai décidé finalement que je ne veux pas faire de guide pour des grands groupes, mais quand il y a des gens qui sont intéressés, qui veulent venir en famille ou avec un couple, ils cherchent quelqu'un que eux ils peuvent conduire. Je trouve pour venir en Afrique du Sud, il faut absolument conduire, il faut pouvoir le pays et tout ça. Je suis preneur de leur accompagner comme guide, mais aussi avec la langue de temps en temps, d'aider dans les trucs et tout ça. J'ai fait ça l'année dernière pour un couple. Ils ont adoré, ils sont restés 10 jours en Afrique du Sud. Je suis allée les rencontrer au Cap. Et je leur fais louer leur propre voiture. Comme ça, ils conduisent eux-mêmes et tout ça. Je les accompagne pendant 5 jours. Et voilà, après ça, je leur ai donné d'autres tuyaux et je les laissais. Je trouve que tu redonnes un peu ce qu'on t'a donné, toi, toutes ces années dans tous les différents pays où tu as été, où justement, toutes les personnes sur place t'ont justement accompagné. Et j'ai l'impression que tu redonnes ça aussi Oui, à ton tout tour. à fait. Mais moi, le seul truc que je veux dire qu'on a tout à l'heure, on a parlé sur les femmes suiveuses, et j'ai jamais trouvé que je suivais mon mari et je suis là. Je pense que c'est vraiment, vraiment, il faut être positif sur ça. Il faut voir que des positifs. C'est pas toujours facile. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça. Et surtout aujourd'hui, où il y a beaucoup de jeunes femmes qui ont un vrai travail, un jeune homme qui a un vrai travail qu'il faut laisser. Et on peut pas toujours laisser ce travail pour 18 mois ou pour 1 an ou pour 2 ans et penser que tu vas revenir dans 2 ans. Surtout, c'est un travail qu'on peut pas faire online. Il faut absolument se jeter dans la vie du pays où tu es, jeter dans la vie de l'école, parce que là, on apprend beaucoup, parce que dans toutes ces écoles partout dans le monde, c'est pas que des Français qui sont là, ou que des Anglais, ou que des Américains. On a beaucoup de gens locaux. Et après ça, dans ces pays, nos amis, nos bases d'amis, c'est que des expatriés de partout dans le monde. On a toujours plein, les Suédois, des Norvégiens, les Italiens, partout dans notre maison. Et on apprend énormément avec ces gens. Et ça ne va pas dire qu'on parte avec tout le monde comme amis, mais on apprend énormément. Là, je viens de rencontrer, je dis une amie, mais c'est une femme que je connais très bien en Égypte, mais on n'était pas amis quand on était en Égypte. On se connaît, mais on n'était pas amis. Et effectivement, nous sommes partis à Hong Kong, eux, ils sont partis à Sénégal. Malheureusement, son mari était dans un accident de voiture à Sénégal et elle est rentrée à Montréal parce que ils sont albaniens. Ils ont fait leurs études là-bas à Montréal il y a très longtemps. Elle a décidé de rentrer là-bas parce que ses enfants devaient faire leurs études aussi. On s'est revus en 2016 quand on était à Montréal. Je l'ai téléphoné, je savais qu'elle était là par un autre ami. On a reconnecté. Bien sûr, après ça, mon mari est mort et je l'ai pas revu parce que mon fils, il a quitté Montréal pour aller à Calgary. Je n'ai pas eu le temps. Et là, j'étais à Calgary, je suis allée à Ottawa et je l'ai téléphoné et je dis, tu es là? Elle me dit, mais super! Et j'ai pris le train d'Ottawa pour aller la voir pour déjeuner. Mais pour dire que c'est comme ça, c'est ça tout ce qu'on forme. Je vis une autre couple d'amis singapouriens, elle est singapourienne, lui il est cambodgien, qu'on a connu très bien au Vietnam. En fait, il a travaillé avec mon mari. Ils nous ont offert un déjeuner chinois absolument fantastique à Montréal. Et c'est ça les amitiés. C'est ça les amitiés et c'est ça que ça forme, de connaître d'autres gens, d'autres cultures et d'aller se mettre là-dedans. Je pense que c'est peut-être aujourd'hui un petit peu plus facile pour les femmes et les hommes de travailler online, de garder le contact avec leur job. Mais je comprends. Mais c'est ça et ça m'a énormément enrichi. Quand je parle avec mes enfants, ils ont les mêmes. Mon fils, il voyage, il adore voyager. Il aime bien maintenant d'être
permanente, de rester dans une place et eux, ils voyagent une fois par an. D'avoir son petit cocon. Ils vont aller visiter, ils voyagent du pays comme même moi, j'étais pas. Ma fille est restée une voyageuse, elle adore. C'est très drôle de voir les enfants aussi évoluer dans leur vie, de ça qu'ils aiment bien et tout ça. Et elle va absolument être expatriée. Elle veut cette vie. Voilà. En fait, on n'a quand même pas complètement dramatisé nos enfants, même s'ils disent ça. Mais tu vois. Ils le disent quand même. Avec toutes ces expériences que tu viens de partager avec nous, d'ailleurs, je t'en remercie énormément parce que c'est vraiment un parcours mais incroyable, vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu dirais qu'avec du recul aujourd'hui, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise sur toi-même? J'ai beaucoup pensé à ça, en fait. Moi, je pense que je n'ai pas réalisé que je suis si adaptable. Ça m'avait appris, en fait, dans le temps, d'adaptabilité, pas juste physiquement, mais de parler avec des gens différents, de réaliser que il faut pas dire ça à cette personne, mais tu peux le dire à cette culture, pas à une personne spécifiquement, mais qu'on apprend comment il faut. Moi, j'ai appris ça sur moi que je savais pas avant, que je peux travailler ou parler avec des gens différents, de respecter leur manière, leur culture. Pour moi, c'est en fait, je pense que ça, c'est le truc que j'ai vraiment, vraiment réalisé sur moi. Oui, parce que tu disais justement un peu plus tôt que tu as grandi en Afrique du Sud, que tu n'avais pas du tout été exposée à d'autres cultures. Et pourtant, aujourd'hui, tu as réussi à t'adapter dans des pays qui sont complètement différents entre Taïwan, l'Égypte, la Slovénie. Tout à fait. Et effectivement, pour dire que là où j'ai grandi, c'est une petite ville dans une très, très grande cercle d'agriculture. Ça, c'est tous les fermières. On est tous très africains, très traditionnels, très ça. Et nos vacances, c'était au bord de la mer ou dans le Kruger Park. Mon père a toujours été quelqu'un qui s'arrêtait ici, là, pour nous apprendre, nous voir et tout ça, mais j'étais pas du tout exposée à des expatriés ou même des étrangers. Les Anglais et les gens juifs qui habitaient à Freiburg, d'où je viens, mais ils parlaient tous l'afrikaans. Parce que si tu parles pas l'afrikaans, t'es pas là. Effectivement, j'étais vraiment le farm girl qui connaît rien, très traditionnel, très naïve. Très, très naïve. Mais parce que tu le voulais aussi, je pense que c'est ça qui est important, c'est que tu étais déterminée, tu as eu ce déclic, comme tu as dit, tu as accepté que ça allait être la vie que tu allais mener et que tu allais tirer avantage justement de cette nouvelle vie. C'était pas juste une vie facile qu'on voit comme ça, il faut vraiment travailler sur cette vie, de le faire bien marcher, mais aussi bien marcher pour les enfants, pour ton mari et pour toi-même, pour la famille. C'est très, très important. En fait, que c'était pour moi. Et j'ai aussi fait un truc chaque fois qu'on déménageait. Bien sûr, on n'a pas toujours pris les lits, les placards et les trucs comme ça, mais j'ai toujours fait que je prends tous mes tapis, des objets et tout ça. En fait, quand je suis dans une nouvelle maison, je mets des tapis, je mets des objets, j'essaye de faire pour les enfants leur maison. En fait, pour eux, c'est la même maison. Et je voulais aussi, on peut peut-être finir sur ça. Un jour, je pense, Eric avait 8 ou 10 ans. On était en Thaïlande en vacances et on a rencontré des gens comme ça, on a sympathisé. Et la maman a demandé à Eric, mais où est-ce que c'est tes roots? C'était en anglais. Where's your roots? Et il avait le regardé et dit, mais je pense là où sont mes parents. Et en fait, c'est ça. Parce que pour les enfants, on a appris, si tu organises bien ta vie comme ça, si tes parents sont là, si la maison est là, si la maison en Afrique du Sud, en Slovaquie, en Égypte, en Inde, n'importe quoi, c'est ta maison. Tes parents sont là, c'est ça, c'est la vie, c'est juste nouveaux gens, nouveau bouffe, nouveau ça, mais c'est là. Et effectivement, je pense que ça aussi, c'est bien de penser comme ça et pas de penser qu'est-ce qu'il manque. Parce qu'en fait, il manque pas ça qu'ils ne connaissent pas. C'est très bien dit, c'est très beau. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, El-Mare. Merci, Kelly. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao ciao!